tous. Midi Jean-Laurent, je suis le responsable de l'unité de chirurgie gynécologique et mammaire au CHU de Martinique. Ce web séminaire va clôturer 3 jours de session chirurgicale sur le prolapsus. Je tenais tout d'abord à remercier l'équipe du professeur de Terrac, notamment le docteur Delacroix et le docteur Allègre, d'avoir participé à ces journées et d'avoir transmis des connaissances bien utiles, techniques, mais aussi théoriques. Nous avions prévu sur ces 3 journées de passer un petit moment avec les médecins qui collaborent avec nous tout au long de l'année. Et le docteur Delacroix, donc, qui était interne chez nous, qui est maintenant assistante chez le professeur de Terrac, vous présentera un cas clinique sur l'incontinence urinaire. Et le professeur de Terrac clôturera sur l'incontinence urinaire et les prolapsus. Voilà, je pense qu'il y aura un temps d'échange. Donc, je pense que, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par chat. Et puis, les topos étant pas trop longs, on pourra prendre un petit temps pour échanger à la fin des présentations. Je laisse le docteur Delacroix commencer. Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour ce soir. Donc, voilà comment va se dérouler notre exposé de ce soir. On va avoir 3 parties. La première sur l'incontinence urinaire. On a souhaité commencer par un petit cas clinique pour rendre les choses un petit peu vivantes pour commencer ensemble. Ensuite, on développera plutôt l'incontinence anale puis le prolapsus. Donc, entre ces 3 parties, on fera des petites pauses si vous voulez intervenir. Et comme l'a dit le Dr Jean-Laurent sur la fin. Donc, c'est parti. On va vous présenter le premier cas d'une incontinence urinaire. Il s'agit d'une femme de 32 ans qui vient vous rencontrer, puisqu'en fait, depuis son accouchement, sont apparus des fuites urinaires. En effet, elle a accouché de son tout premier enfant il y a 6 mois. La grossesse avait été obtenue par FIV, parce que son conjoint avait une infertilité masculine. Elle s'est déroulée sans problème, en dehors d'un diabète gestationnel, pour lequel elle avait reçu une insulinothérapie à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Concernant son accouchement, elle a accouché à terme à 39 semaines d'un enfant de 4 kg 130 g à l'aide de forceps et elle a eu une épisiotomie. Et elle décrit que la sage-femme a même dû appuyer sur son ventre pour aider l'obstétricien pour l'accouchement. Donc elle a présenté des fuites urinaires depuis son séjour en maternité, donc depuis 6 mois. Et actuellement, elle perd ses urines lorsqu'elle tousse et lorsqu'elle porte son enfant. Par ailleurs, elle présente aussi des envies urgentes d'uriner puisque parfois elle n'a même pas le temps de se rendre aux toilettes. Elle se lève 2 fois la nuit en raison de ses envies d'uriner. Donc, il lui avait déjà été prescrit 20 séances de rééducation périnale qu'elle a effectuées, mais les problèmes urinaires ne se sont toujours pas améliorés. Elle est très ennuyée parce qu'elle ne peut reprendre aucune activité professionnelle ou sportive en raison des fuites. Concernant son poids, elle a un IMC à 33. Donc, on a une première question pour vous. N'hésitez pas à vous manifester. Comment définissez-vous les troubles mictionnels de cette patiente? Est-ce que vous diriez qu'elle a une incontinence urinaire à l'effort, par urgenturie ou mixte, c'est-à-dire l'association des deux? Et, ou alors vous pensez que cette patiente a plutôt une infection urinaire, ou vous pensez que les fuites urinaires sont physiologiques puisque ça fait seulement 6 mois qu'elle a accouché? Si quelqu'un veut se lancer. Hélène. Bon, pour les timides au début, on va commencer à répondre. Donc là, pour nous, l'incontinence urinaire postnatale est fréquente, mais c'est non physiologique, puisqu'en fait, la plupart des incontinences sont résolutives à 3 mois de l'accouchement. Donc pendant les premiers 3 mois, il faut être rassurant pour ces patientes. Au-delà de 3 mois, il faut commencer à se dire que le problème ne va pas se résoudre tout seul. Et là, dans le cas présent, cette patiente, elle présente une incontinence urinaire d'effort, quand elle vous décrit que c'est quand elle tousse ou quand elle fait des efforts, et une hyperactivité vésicale, puisqu'elle vous dit qu'elle a des urgences. Donc il s'agit d'une incontinence urinaire mixte. Ensuite, connaissez-vous les facteurs de risque de cette incontinence urinaire dans le cas qu'on a présenté? Est-ce que vous pensez que c'est lié à son diabète gestationnel, du fait qu'elle est accouchée par voie basse, donc par les voies naturelles? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une instrumentation, notamment ici les forceps? Est-ce que c'est une macrozoïtale, parce qu'en effet on avait un gros bébé à plus de 4 kg? Est-ce que c'est l'expression utérine qui a effectué la sage-femme? Et ou son obésité? Est-ce qu'il y a des répondeurs?
Vous avez une petite idée, il n'y a pas de honte, hein, vraiment. Mère Catherine a répondu A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. D'accord, on a un médecin qui se lance. Donc, elle a tout répondu sauf le F. OK. Alors, la réponse. Donc, en effet, elle a des raisons pour le fait d'accoucher par voie vaginale. On sait que c'est un facteur de risque d'incontinence postnatale. Surtout s'il y a eu l'extraction, donc la réponse C, donc ici les forceps. Et également la réponse D avec la macrosomie fétale. Et par rapport à l'expression utérine, en effet, c'est aussi une bonne réponse. Et nous, en tout cas, dans notre pays, c'est proscrit puisqu'il y a un sous-risque de troubles à sexe pelvienne dans le postpartum liés à ce geste et puis même d'autres complications plus sévères d'appuyer sur l'abdomen. Et enfin, l'obésité est un facteur de risque de cette incontinence urinaire mixte en dehors de la grossesse. En revanche, concernant la réponse A, le diabète gestationnel n'intervient pas dans en tant que facteur de risque d'incontinence urinaire. Je passe à la question 3. Du fait qu'elle décrive des fuites urinaires diurnes dans la journée et nocturnes la nuit en postpartum, à quel diagnostic différentiel faut-il également penser? Vraiment dans ce contexte post-accouchement. Est-ce que vous pensez à une infection urinaire, une endométrite, une sclérose en plaques, une fistule urétro-vaginale, donc entre l'urètre et le vagin, une fistule vésico-vaginale entre vessie et vagin? Il faut vraiment penser au contexte de l'accouchement. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une idée? N'hésitez pas à répondre sur le chat. Docteur Mère Catherine a répondu le A. Je remercie vraiment, on a une participante là qui se lance, c'est bien. Donc répondu à l'infection urinaire. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais on est quand même à 6 mois. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de notion qu'elle est testée de traitement. Mais là, vraiment, le contexte de l'accouchement, en fait, du fait de la compression de la tête fétale qui peut durer un moment pendant l'accouchement et le fait de l'extraction où parfois on crée des lésions vaginales, des plaies, et ça peut créer en fait un conduit de novo, une fistule. Donc c'est plutôt la fistule qu'il faut penser entre vessie et vagin. Ça c'est un petit peu plus technique, c'est sûr, si vous n'avez pas eu d'accouchement, donc même sans extraction, il y a souvent des plaies du vagin. Et donc, on peut créer une communication qui n'existait pas normalement entre ces deux organes. Et ça expliquerait que malgré le fait qu'elle ait fait toute sa rééducation, il n'y ait pas d'amélioration, puisque là, on a beau remuscler le plancher pelvien, s'il y a une conduction entre la vessie et le vagin, ça ne va pas se résoudre en rééduquant. Donc, quand c'est comme ça, on peut proposer ce qu'on appelle une épreuve au bleu vésical. Donc, on passe par l'urètre, on met un petit peu de bleu dans la vessie, et là, on va voir par le vagin s'écouler du bleu. Ça peut être une technique pour reposer le diagnostic. Ensuite, l'examen clinique retrouve une hyperimmobilité de l'urètre et des fuites urinaires à la toux bien corrigées par la manœuvre de soutènement de l'urètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez la patiente sur table devant vous en position gynéco, vous lui dites de tousser, vous objectivez des fuites. En effet, elle a des pertes d'urine devant vous et avec un soutènement de l'urètre proximal à moyen à l'aide de vos doigts ou de coton-tige, vous vous rendez compte que lorsque vous demandez de tousser, là, ça ne fuite plus. Donc, quel mécanisme physiopathologique peut être évoqué par la correction de ces fuites? Est-ce que vous pensez qu'en faisant ce geste, en corrigeant les fuites, ça montre que c'est une fistule? Est-ce que c'est plutôt une lithiase dans la vessie, donc un calcul? Est-ce que c'est plutôt une faiblesse des muscles du plancher pelvien? Ou une hypermobilité de l'urètre, enfin cervico-urétrale, ou une insuffisance du sphincter? La D. La D, une hypermobilité cervico-urétrale. Bravo. Donc en effet, l'incontinence urinaire d'effort, elle est due soit à une faiblesse des muscles du plancher pelvien, on va voir un schéma un petit peu plus tard. Mais là, étant donné qu'il n'y a aucune amélioration avec la kiné, on pense un peu moins à cette étiologie. Une hypermobilité cervico-urétrale est liée souvent à une élongation, une rupture de l'équilibre pubo-urétro ou une insuffisance sphinctérienne urétrale striée. Là, le fait qu'on ait un test qui corrige les fuites à la toux par notre manœuvre de soutènement, c'est vraiment un gros argument en faveur de l'hypermobilité. Enfin, est-ce que vous pensez que cette patiente, vous auriez envie de lui conseiller de continuer la rééducation? Vous lui auriez, si oui, est-ce que vous lui auriez donné 5 séances de plus, 10 séances? Ou alors vous auriez eu envie d'essayer ce qu'on appelle l'électrostimulation? Ou alors vous pensez que la rééducation, c'est rarement efficace dans l'incontinence postnatale? Ou bien vous pensez qu'il faut
se mettre à bilanter la patiente parce qu'il y a déjà eu 20 séances. Sans succès. Une bonne réponse. Je pense que la rééducation, si c'est une hypermobilité urétrale, elle ne va pas servir à grand-chose. Ça va pas diminuer l'hypermobilité du urètre. Alors, On a le docteur Bern qui a répondu E. ouais. Donc c'est la E. Et M, je ne sais pas c'est qui M, a répondu E. Voilà, on a une réponse à l'unanimité E. Bravo, parce qu'on est d'accord avec cette réponse. Oups, pardon. Donc en effet, il n'y a pas de recommandation récente sur le nombre maximum de séances. Mais là, en effet, le fait qu'elle en ait fait une vingtaine sans aucune amélioration nous fait dire qu'il faut pousser le bilan. Et surtout qu'on est à 6 mois de l'accouchement. Comme je vous ai dit, on est à distance des fameux 3 mois où on peut se dire que ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Donc, en effet, là, il va falloir bilanter et en fonction des résultats, pouvoir proposer un traitement des tentatives de deuxième ligne à la patiente. Ensuite, juste pour rebondir sur le fait que quand il y a une hypermobilité, la rééducation ne sert à rien, il faut toujours l'essayer parce qu'en tout cas, on va le voir juste après, il y a quand même plusieurs façons d'agir sur l'incontinence urinaire d'effort, donc ils font tenter la rééducation et ça marche dans beaucoup de cas. C'est une fois que c'est un échec que là, on va se dire qu'il faut passer à autre chose. Donc justement, comment ça marche les problèmes d'incontinence urinaire? En fait, on va séparer ce qu'on appelle l'incontinence urinaire d'effort à droite. Donc, grâce à quoi on est continent à l'effort? On a 3 éléments. On a ici les ligaments pubo et rétro de part et d'autre de l'urètre proximal qui vont avoir une action de soutènement de l'urètre. Ensuite, on va avoir le sphincter strié urétral qui, lui, va avoir une sorte d'action de compression autour de l'urètre, donc côté vésical. Et enfin, le plancher pelvien tout autour de l'urètre qui va aussi, sous contrôle cette fois-ci de la patiente, va avoir une action de permettre la continence. Et c'est pour ça que la kiné, on va agir sur le plancher pelvien pour essayer de renforcer le système qui existe déjà et compenser ceux qui sont peut-être défaillants. Et enfin, on va parler d'hyperactivité vésicale quand on va avoir un détrusor, donc le muscle vésical, qui va parfois avoir un problème de compliance, donc un problème à s'emplier, à permettre une vessie de se remplir au moins à 400-500 ml, ou parfois un muscle qui va se contracter de manière désinhibée et donc provoquer des fuites. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 types d'incontinence urinaire à l'effort. Je répète un petit peu. Vous verrez le plus souvent en consultation l'incontinence urinaire d'effort dans 50% des cas. Sa définition, c'est une fuite involontaire d'urine, non précédée du besoin d'uriner et qui survient lors des conditions d'hyperpression abdominale. Donc, quand on va tousser, quand on va rire, quand on va éternuer, sauter, courir, soulever des charges lourdes, marcher ou monter des escaliers. Et là, en effet, le mécanisme le plus souvent retrouvé, c'est l'hypermobilité de l'urètre ou l'insuffisance du sphincter. Ensuite, dans 20% des cas, ce sera seulement une incontinence urinaire par urgenturie, donc de nouveau une fuite involontaire. En revanche, cette fois-ci, il y a la sensation de besoin qui précède. Et c'est une envie irrépressible d'uriner qui aboutit souvent à une miction qui n'a pas pu être différée, donc juste avant que la personne arrive aux toilettes. On va parler d'hyperactivité vésicale, donc à bien différencier d'hyperactivité détrusorienne. Là, c'est un diagnostic qu'on va faire au bilan aérodynamique. Donc là, sur la clinique, on va décrire une hyperactivité vésicale, ce qui associe les envies urgentes, l'urgenturie, et l'augmentation de la fréquence mictionnelle. On va aller beaucoup plus souvent aux toilettes, que ce soit de jour ou de nuit. Mais il n'y a pas forcément d'incontinence. Les étiologies, on doit évidemment éliminer l'étiologie infectieuse, urologique, mais aussi neurologique, notamment chez vos jeunes patients. Ça peut être une porte d'entrée dans les septes, par exemple, ou une cause obstructive ou idiopathique. Et enfin, l'incontinence urinaire mixte dans 30% des cas qui associent ces 2 tableaux. Donc, comment on bilante une incontinence urinaire? Donc déjà, c'est de faire un bon interrogatoire clinique pour déjà avoir une orientation. Est-ce que c'est d'effort? Est-ce que c'est par urgenturie? Est-ce que c'est les 2? Ensuite, à l'examen clinique, donc comme sur la photo qui vous est présentée ici, on va juste écarter les petites lèvres et vous demander à la patiente de tousser. Donc protégez-vous parce que le jet peut être fort.
Et là, vous allez faire cette manœuvre de soutènement. On ne l'a pas illustré ici, mais ça va être dans les deux de placer soit une petite pince si vous avez, ou tout simplement vos doigts, votre index et votre majeur, de part et d'autre de l'urètre. Vous comprimez un tout petit peu, et là, vous lui demandez de tousser. Soit ça fuite encore, c'est que le problème va sûrement être beaucoup plus haut, donc sur le schéma tout à l'heure, plus près du sphincter. Mais si vous êtes efficace, ça peut être prédictif d'une bonne efficacité de la pose d'une bandelette. On en reparlera un petit peu plus tard. Vous allez lui proposer de remplir un calendrier mictionnel, donc ça se trouve très facilement sur Internet. La patiente va pouvoir remplir plusieurs informations sur son hydratation, sa diurèse, et en fait, de l'analyser vous permettra de mieux comprendre le tableau, s'il s'agit plutôt à chaque fois qu'elle fait du sport, ou si c'est vraiment en pleine nuit, en pleine journée, et si elle boit énormément, ça va vous aider à mieux comprendre l'étiologie. Et enfin, évaluer la sévérité et le retentissement. Donc, vous demandez combien de protections elle met, si c'est des grandes protections ou pas. Le VA, c'est-à-dire est-ce que ça a un grand impact dans sa vie ou pas, parce qu'on est sur de la prise en charge fonctionnelle. Si elle est peu gênée, ce n'est pas des patientes sur lesquelles il faut s'acharner. Et voilà, le pas de test, c'est justement un test qui existe où on calcule le nombre de protections pour avoir un petit peu une idée de la gravité. Donc, les premiers conseils à donner à vos patientes. L'amaigrissement. En effet, une perte de poids de 8% réduit le nombre d'épisodes d'incontinence urinaire, d'efforts et par urgentie. Enfin, éviter les situations qui favorisent l'hyperpression abdominale, donc le tabac, ce sont les gens vont tousser, prise en charge de la constipation et adapter les activités physiques et professionnelles. Ensuite, analyser le comportement mictionnel. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui attend toujours le dernier moment pour aller aux toilettes, il va falloir l'éduquer pour qu'elle l'anticipe, pour qu'elle ne se retrouve pas dans une situation d'urgence. Et enfin, éviter les excès de boisson, puisque la personne va se mettre en difficulté. Donc, pourquoi la diététique, c'est important? On va favoriser les fibres, puisqu'en fait, d'absorber des fibres réduit la constipation. Et réduire la constipation améliore l'innervation du plancher pelvien, donc améliore toute la zone, notamment le sphincter strié de l'urètre, qui va lui permettre d'être plus efficace dans son rôle pour la continence. Donc, quels sont les traitements qui existent? On va conseiller des œstrogènes locaux parce qu'on sait que les sphincters striés ont aussi des récepteurs aux œstrogènes. C'est souvent des patientes, voilà, on a le cas de la patiente en postpartum, mais vous aurez aussi beaucoup de patientes ménopausées. Et rien que de rétablir un équilibre hormonal va parfois améliorer les signes d'incontinence. Vous avez les traitements anticholinergiques, donc on vous a mis un petit peu les principaux les trois qu'on utilise de façon courante. Donc ça a bien montré son efficacité. En revanche, il faut faire très attention aux effets secondaires, notamment là dans la population personne âgée, on a beaucoup qui ont des glaucomes. Donc voilà, ça c'est une bonne diapo si vous voulez la garder de côté pour les prescriptions. Et il y a également le mirabegron, qui n'est pas de la famille des anticholinergiques. Cette fois, c'est un récepteur de bêta-3 d'énergie. Et là, attention, la contre-indication, c'est l'HTA. Et dans la population antillaise, il y en a quand même beaucoup. Hop. Enfin, à quoi ça ressemble un bilan aérodynamique? Donc, déjà, on le fait quand on est en échec d'une rééducation, on ne le fait pas en première intention. Et ensuite, donc en échec de la rééducation et de toutes les règles hygiéno-diététiques que vous avez mis en place, et lorsque le médicament ne fonctionne pas. Donc, ça va étudier trois choses. D'abord, la façon dont la patiente vide sa vessie, donc la miction. Ensuite, on va étudier la compliance et la sensibilité de la vessie, c'est la cystomanométrie. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de voir quelle est la capacité vésicale. Une vessie en moyenne normale va pouvoir accepter 500 ml. Si on a une vessie qui en accepte 700-800, on se rend compte que c'est une vessie ça fait un moment qu'elle est en difficulté. Et la sensibilité vésicale, donc on va essayer de voir s'il y a des contractions au moment où on remplit la vessie qui vont apparaître, qui ne devraient pas avoir lieu puisque la vessie doit se laisser remplir. Et enfin, on va faire la profilomètrie, on va analyser toute la portion urétrale avec son sphincter. Donc là, ici en Martinique, vous pouvez envoyer vos patientes soit à Saint-Paul, soit au Carbet à MPR. C'est les deux endroits où il y a des buts pour l'instant. Et enfin, si tout ça n'a pas, si les premières mesures de rééducation et médicamenteuses ne sont toujours pas efficaces, on va pouvoir proposer à la patiente une chirurgie de l'incontinence urinaire. Pour ce qui est de l'incontinence urinaire d'effort, je dis bien,
On a la technique la plus utilisée, c'est les bandelettes sous-urétrales. Donc ça c'est plutôt de la chirurgie, mais des délais chirurgicaux, mais on a deux façons de mettre les bandelettes, soit rétropubiennes ici, soit par les trous obturateurs. On a également des ballonnets ajustables qu'on met au niveau du sphincter cette fois-ci. Là, on est plutôt sur l'urètre proximal, donc pour l'hypermobilité que vous avez objectivé, et là plus près du col vésical, quand c'est vraiment le sphincter qui fonctionne mal. Et ensuite, en troisième option, on a les sphincters artificiels. Là, c'est quand même une intervention plus lourde et c'est plutôt nos confrères urologues qui font ces gestes. Par contre, pour l'incontinence urinaire par urgenturie, l'hyperactivité vésicale, c'est pas le même mécanisme, donc c'est pas le même traitement. On peut injecter de la toxine botulique dans la vessie, ce qui permet souvent de relâcher le muscle détrusorien. Là, vous avez une vue en fait par cystoscopie, on est dans la vessie, on injecte dans l'épaisseur du muscle. Ou la neuromodulation sacrée S3. Donc ça, c'est une technique, on fait toujours une phase de test avant d'injecter une électrode définitive. Le principe, ça va être de stimuler de façon continue la racine sacrée. Alors, on ne comprend pas complètement aujourd'hui comment ça fonctionne, mais on sait que cette stimulation permettrait en fait de restaurer un petit peu l'innervation périnéale et améliore finalement toute cette, inhibe cette hyperactivité. Donc là, je vous propose aussi de bien garder cette diapo, ça vous aide un peu à réfléchir sur la prise en charge. Une fois que vous avez bien analysé votre patiente, ça vous permet, cette étape décisionnelle, de lui proposer une prise en charge. Donc là, pour l'incontinence urinaire d'effort, comme on l'a dit, on commence par la rééducation, par les règles hygiéno-diététiques. Si ça fonctionne, on continue comme ça. Si ça ne fonctionne pas, on va bilanter, on va chercher une autre explication. Et si en effet ça se pose, on va proposer la chirurgie. Pour l'hyperactivité, on va toujours aussi proposer la rééducation, les règles hygiéno-diététiques, et cette fois, on va mettre en place des médicaments, les œstrogènes et les anticholinergiques, ou le mirabéron. Si ça fonctionne, on poursuit. Si ça ne fonctionne pas, de nouveau, on bilante. Et cette fois-ci, on peut proposer la prise en charge chirurgicale. Voilà, donc on en a fini pour l'incontinence urinaire. Les grands messages à retenir, donc c'est vraiment l'importance de l'interrogatoire. C'est souvent difficile de bien séparer quand vous interrogez vos patients, de bien mettre les mots sur leurs symptômes. Et même si c'est un petit peu fastidieux et que ça vous demande de la revoir, il faut leur proposer le calendrier décisionnel. Voilà, et le traitement de première intention, l'amaigrissement, la rééducation et l'intérêt des oestrogènes et des médicaments dans le cadre de l'hyperactivité, pas pour l'incontinence urinaire d'effort. Et enfin, passer au traitement de deuxième intention, une fois qu'on a fait le bilan aérodynamique, proposer la chirurgie. Est-ce que vous avez des questions sur l'incontinence urinaire avant qu'on passe à l'incontinence anale? J'ai une question. Oui. En fait, quelle est la différence entre l'hyperactivité vésicale et l'hyperactivité détrusor? Ah oui. On nous demande, je ne sais pas si vous avez entendu, la différence entre hyperactivité vésicale et hyperactivité détrusorienne. Donc, hyperactivité vésicale, comme on l'a dit au début, c'est un diagnostic clinique. C'est quand la patiente dit j'ai des urgenturies, j'ai envie de faire pipi, j'ai pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes. L'hyperactivité détrusorienne, ça va être le médecin qui a fait le bilan aérodynamique qui va vous poser le diagnostic, où là, on a enregistré, grâce aux électrodes du bilan, une activité anormale de la vessie qui va se contracter. C'est un diagnostic d'examen complémentaire. Voilà. Et sur le plan de prise en charge? Ça va nous orienter. On ne va pas proposer une bandelette à quelqu'un qui a une hyperactivité. On va faire dans l'algorithme juste avant. On sait qu'on est dans cette case d'hyperactivité. On va suivre cet algorithme. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un diagnostic d'hyperactivité détrusorienne. Il n'y a pas du tout besoin de faire un neurodynamique pour presser les anticholinergiques, par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic urodynamique. Donc on va enchaîner par l'incontinence anale, si vous voulez bien, c'est assez rapide. Après on fera le truc qui est un petit peu plus long. Donc l'incontinence anale, c'est juste pour vous donner quelques informations clés, qui ne sont pas toujours très connues, ni des gynécologues, ni des médecins généralistes. Je pense que c'est des choses qui font un peu peur, alors qu'en réalité c'est pas très compliqué. Donc déjà sur l'incontinence anale, c'est important de bien différencier l'incontinence au gaz
et l'incontinence fécale, ça n'a pas le même retentissement. Et grosso modo, aujourd'hui, on n'a pas de solution thérapeutique pour l'incontinence au gaz. Donc, on met peu d'examens complémentaires, alors que par contre, il y a pas mal de solutions pour l'incontinence fécale. Il faut savoir que c'est quand même 11% de la population de plus de 45 ans, avec 1% de la population qui a une forme sévère. Et la bonne nouvelle pour la patientèle féminine, c'est qu'il n'y a pas plus d'incontinence fécale chez les femmes que chez les hommes, notamment après 50 ans, ce qui dédouane quand même pas mal la responsabilité de l'accouchement traumatique, même si ça reste une cause d'incontinence anale chez les femmes jeunes. C'est bien sûr un handicap physique et psychosocial important. Et ce qu'il faut retenir dans les principales étiologies, c'est que c'est très souvent en rapport avec une constipation. Beaucoup de femmes qui ont une incontinence anale ont des femmes qui ont des anomalies du transit, et notamment de la constipation. Elles décrivent très souvent d'ailleurs une alternance diarrhée-constipation qui pourrait faire penser à un côlon irritable. Mais en fait, quand elles ont une incontinence anale, c'est qu'elles sont très souvent constipées. Et puis de temps en temps, il y a une débâcle diarrhéique qui suit la constipation et qui en fait est à l'origine de l'incontinence anale. Et parfois, le simple fait d'équilibrer leur transit améliore la continence anale. Il y a bien sûr des causes neurologiques centrales ou périphériques. Les causes neurologiques périphériques les plus fréquentes, c'est la neuropathie d'étirement qu'on voit par exemple après un accouchement. L'incontinence anale postnatale n'est pas seulement le fait des déchirures du sphincter anal, elle peut être simplement due à la neuropathie d'étirement des nerfs pudendaux. On retrouve aussi des neuropathies d'étirement, des neuropathies périphériques dans le diabète et dans l'alcoolisme par exemple. Et puis les causes traumatiques, c'est effectivement les déchirures du sphincter anal à l'accouchement, dont la nouvelle nomenclature est l'OSA, pour lésion obstétricale du sphincter anal. On ne parle plus normalement de périnée complet ou de périnée complet compliqué. Donc ça, bien sûr, il y a une déchirure du sphincter anal en postnatal, on va avoir potentiellement une incontinence anale, mais à nouveau, c'est un petit peu ce que Charlotte vous a dit sur l'incontinence urinaire. On peut très bien avoir une déchirure du sphincter anal, mais avoir une bonne compensation par les muscles du plancher pelvien, qui fait que même une femme avec un sphincter rompu en postnatal peut malgré tout être continente. Et puis il y a une autre cause fréquente de lésions traumatiques du sphincter anal, c'est la chirurgie hémorroïdaire, et là ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et puis la dernière chose, c'est ce qu'on voit sur les images en bas à droite, c'est une pathologie du rectum, c'est le prolapsus rectal. Le prolapsus rectal, c'est une invagination de la paroi du rectum sur elle-même, qui peut soit s'arrêter en intrarectal, soit descendre dans le canal anal, soit même, comme sur la photo à droite, s'extérioriser. Et les femmes qui ont un prolapsus rectal, du fait d'un trouble de la statique rectale, vont avoir effectivement des défauts de continence anale, du fait d'un défaut de perception du contenu du rectum. Et alors ça se voit sur l'imagerie ou éventuellement sur la clinique quand c'est extériorisé. Ce n'est pas une cause fréquente, mais c'est une cause qu'on recherche dans le bilan étiologique. Alors, le bilan étiologique, justement, pour rechercher ces causes-là, il y a 4 examens complémentaires qu'on peut faire au maximum, qui ne sont pas toujours faciles d'accès, notamment en Martinique, d'après ce que j'ai compris, mais qui peuvent être quand même nécessaires pour bilanter ces incontinences si le traitement de la constipation, ça n'a pas marché. Donc on fait une manométrie anorectale qui est à peu près l'équivalent du bilan aérodynamique pour l'appareil anneau sphinctérien, anorectal plutôt. Ça permet de rechercher un défaut de contraction du sphincter anal, un défaut d'ampliation du rectum. C'est comme pour la vessie, en réalité, beaucoup de choses sont similaires. Et ce qu'on appelle l'asynchronisme anorectal. La synchronisation anorectale normale, c'est qu'en fait le sphincter anal se ferme quand le rectum se remplit, et le sphincter anal doit s'ouvrir quand le rectum se vide. Et du fait de la neuropathie d'étirement, il peut y avoir un défaut de relâchement du sphincter anal lorsque le rectum doit se vider. Donc ça entraîne une constipation terminale avec un défaut de vidange de l'ampoule rectale, et une ampoule rectale non vidée, puis une ampoule rectale qui a des chances de fuir dans les heures qui suivent. Et donc ça aussi, ça se rééduque. Une écho du sphincter anal permettra de savoir s'il y a une rupture ou non du sphincter anal externe et ou interne, que ce soit après un accouchement ou après une chirurgie hémorroïdaire. La défécographie ou la déféco-IRM recherche le prolapsus du rectum, qui est donc une cause importante de la continence anale, avec plusieurs stades comme vous le voyez sur la diapositive. Et puis on peut aller éventuellement faire un électromyogramme du sphincter anal. Si on voit que le sphincter se contracte mal en manométrie et qu'en échographie, il n'y a pas de rupture sphinctérienne, à ce moment-là, généralement, on trouve une dénervation du sphincter anal. Et le traitement, il y a un traitement qui est tout à fait intéressant dans ce cadre-là, c'est la neuromodulation de la troisième racine sacrée, comme ce que vous a dit Charlotte pour l'hyperactivité vésicale. Le traitement de l'incontinence anale, c'est très souvent d'abord le traitement de la constipation. Alors les patients sont parfois étonnés quand elles arrivent avec des fuites anales et qu'on leur prescrit des laxatifs. Il faut bien leur expliquer que c'est l'équilibration du transit, l'équilibration de la consistance des selles et de la régularité, voire de la vidange rectale par des suppositoires, qui est très souvent la solution de l'incontinence.
anal. Il y a des obturateurs anaux, je crois que j'ai des images juste après. C'est un dispositif médical qui est commercialisé actuellement, qui n'est pas remboursé. C'est des espèces de tampons en corolle qui peuvent s'ouvrir dans le canal anal pour limiter les fuites. Moi, je les prescris par exemple en post-natal quand on attend un petit peu la récupération neurologique et l'efficacité de la rééducation pour gérer temporairement des problèmes d'incontinence anale. Et puis vous avez également donc, des systèmes de neurostimulation, soit au niveau périphérique, on peut neurostimuler le nerf tibial avec des appareils qui actuellement se louent en pharmacie pour une durée de 3 mois, soit des neuromodulateurs implantables au niveau de la racine S3, dont le but est de moduler l'activité du nerf cunadal et donc de renforcer, relâcher un petit peu les problèmes de contraction du rectum ou renforcer la contraction du sphincter anal. Et puis après, si tout ça, ça n'a pas marché, comme pour l'incontinence urinaire, il y a des interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées, soit la chirurgie du prolapsus rectal quand il existe, soit la chirurgie réparatrice du sphincter anal quand on considère que la rupture du sphincter anal est la cause de l'incontinence anale. Il y a un rôle aussi important, comme pour l'incontinence urinaire, de la diététique dans la fonction anorectale. Alors c'est même encore plus évident dans la fonction anorectale, mais c'est important que Charlotte vous le rappelle dans l'incontinence urinaire, parce qu'on ne pense pas toujours au rapport entre constipation et hyperactivité vésicale. Dans l'incontinence anale, l'utilisation des fibres alimentaires doit être théoriquement le traitement de première intention, avec une amélioration qui est de l'ordre de 50% d'écart, même sans laxatif. Et il faut bien avoir en tête le rôle majeur, surtout à long terme, de toutes ces dysfonctions anorectales sur le risque d'apparition d'un prolapsus rectal qui lui-même donne une incontinence anale ou une neuropathie d'étirement. Les femmes qui sont très constipées, qui forcent beaucoup, on le voit chez les patientes neurologiques, mais pas que, en fait, elles vont progressivement, complètement détruire leur système d'innervation et du plancher pelvien, et du sphincter anal et de la synchronisation anorectale. Et donc, un des principaux messages sur l'incontinence anale, d'ailleurs, c'est pas tant la prise en charge, c'est plus sur la prévention par la prise en charge précoce et régulière de la constipation, y compris en gynécologie ou en médecine générale. Donc là c'était juste pour montrer ce qu'on va faire chirurgicalement parlant. On peut réparer le sphincter anal comme on le ferait lors d'un diagnostic de l'OSA au moment de l'accouchement, ça peut se faire à distance, et puis la neuromodulation des racines sacrées pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les messages importants sur l'incontinence anale, c'est de savoir le dépister. On considère à peu près que 25% des patients qui ont un prolapsus ont une incontinence anale par exemple, donc c'est quelque chose de fréquent, et c'est probablement dans les différents symptômes pelviens, ce pourquoi les patientes vont le moins être demandeuses spontanément. Par contre, elles répondent facilement si on leur pose la question. Savoir qu'il y aura probablement des explorations complémentaires un peu plus que dans les autres troubles de statique pelvienne, que sur le plan de la prise en charge, c'est vraiment la constipation qui doit être le traitement de première intention, que la rééducation, ça fonctionne aussi sur le sphincter anal, qu'il y a des petits moyens type obturateur anneau et qu'on peut être obligé d'opérer ces patientes si tout ça n'a pas marché. On se laisse quelques minutes si vous avez quelques questions sur ce sujet-là, peut-être un peu moins bien connu que sur l'incontinence urinaire. Je ne sais pas comment ça se passe en Martinique, mais en métropole, aujourd'hui, il y a assez peu de gastro-entérologues qui s'intéressent à l'incontinence anale. Il y a peu de chirurgiens digestifs aussi. Et on a très souvent, nous, des demandes sur la prise en charge de ces patientes-là, soit en médecine générale, d'ailleurs, soit en gynécologie. Parce que les gastro-entérologues, aujourd'hui, ils s'intéressent surtout à faire des colostopies, presque je le vois moi, dans ma pratique, et même assez peu au traitement de la constipation. Et je pense que c'est des choses qui doivent vraiment se faire dans les prises en charge de prolapsus d'incontinence urinaire et dans les prises en charge en médecine générale, c'est pour ça qu'on en parle. Pas d'interrogation? Oui, mais surtout. Quelle est la place de déféco-IRM dans le prolapsus urogénital? En fait, la déféco-IRM ne se fait que si on recherche un prolapsus rectal. Et on ne recherche un prolapsus rectal que si il y a une incontinence fécale ou une constipation terminale et qu'on n'a pas réussi avec des moyens simples, régime alimentaire, traitement de la constipation, à enrayer. Une personne qui a un prolapsus génital, une incontinence anale, mais à qui, une fois que le transit est équilibré, elle n'a plus de constipation et du coup elle n'a plus d'incontinence anale, ça ne sert pas à grand chose de faire une déféco-IRM par exemple. C'est vraiment les patients qui ont une incontinence anale réfractaire au traitement de la constipation
que ce soit la constipation de transit, c'est-à-dire moins de 3 selles par semaine des selles indurées, ou que ce soit les difficultés d'évacuation du rectum. Mais une patiente qui a des difficultés d'évacuation rectale, qui ont presque des suppositoires, qui vide bien son rectum et qui a plus de fuite, le problème est réglé, on va pas l'explorer. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme l'urodynamique tout à l'heure, qu'on ne fait que quand on a essayé la rééducation, les traitements médicamenteux d'hyperactivité par exemple. Si ça ne marche pas, on fait l'urodynamique, ben c'est à peu près le même principe. Il y a beaucoup de similitudes dans le raisonnement de la prise en charge d'une incontinence anale par rapport au raisonnement finalement de la prise en charge d'une incontinence urinaire. On n'explore ces patients que si les traitements des moyens simples n'ont pas apporté leur fruit. Il n'y a pas de questions sur le chat? Alors on va passer à la troisième et dernière partie si vous voulez bien, donc c'est ce qui concerne le prolapsus génital. Quelques informations épidémiologiques récentes. J'ai cité cet article-là avant la guerre en Ukraine, donc je ne sais pas si j'aurais cité depuis, mais un article russe m'avait amusé l'année dernière parce qu'il disait que le prolapsus des organes pelviens c'était l'épidémie cachée du XXIe siècle et on assiste aujourd'hui, et j'ai appris là depuis 3 jours que c'était aussi le cas en Martinique. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des prolapsus et il y a encore beaucoup de femmes qui n'en parlent pas et chez qui il faut, dans le cadre des consultations de médecine générale, notamment chez les femmes ménopausées, dans le cadre du suivi gynécologique, notamment en périménopause ou en postménopause, parler un petit peu, essayer de dépister aussi ces troubles-là. Bien sûr, on peut le voir à l'examen clinique, mais il y a aussi des études qui ont bien montré la corrélation entre un simple interrogatoire, est-ce que les patients ressentent des symptômes de prolapsus, et l'existence d'un prolapsus à l'examen clinique. Il y a eu beaucoup d'espoir pendant un moment sur la recherche des déterminants génétiques du prolapsus. On s'était dit, tiens, on va pouvoir, sur des prélèvements cutanés, savoir si une patiente avant d'accoucher a un risque de prolapsus et peut-être avoir une césarienne ou que sais-je pour limiter ces risques. En réalité, aujourd'hui, la recherche stagne un peu sur les déterminants génétiques et on ne peut pas prédire, si ce n'est sur des antécédents familiaux éventuellement, mais on ne peut pas prédire le risque individuel de prolapsus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des différences ethniques. Et ça, c'est une étude récente qui a été faite aux États-Unis sur une très grosse cohorte de patientes. Vous voyez, chez les femmes blanches américaines, la prévalence du prolapsus est d'environ 11% des femmes. Chez les hispaniques aux États-Unis, c'est à peu près 7%, 4% chez les femmes afro-américaines et 3% chez les femmes d'ethnie asiatique aux États-Unis. Donc ça donne une idée, mais j'ai appris depuis que je suis en Martinique qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de femmes martiniquaises, afro-caribéennes qui étaient quand même qui avaient des problèmes de prolapsus. Et dernier point important qui ressort beaucoup dans la recherche clinique actuellement, c'est l'importance de la béance vulvaire anatomique, c'est-à-dire de l'élargissement du hiatus génital comme genèse du prolapsus. C'est des femmes qui ont accouché, a fortiori des grandes multipares, qui ont un élargissement du hiatus génital. Alors, le hiatus génital, ça se définit par en fait l'augmentation d'une distance qui va du méa urétral à la fourchette vulvaire, qui doit être théoriquement strictement inférieure à 4 cm, qui est entre 2 et 3 cm chez les femmes nullipares. Et si on a une distance à 4 cm ou plus, on peut parler de béance vulvaire. Et ces femmes-là ont probablement un risque non seulement d'avoir plus de prolapsus à long terme, mais elles ont aussi un risque, même si elles sont rééduquées ou opérées d'un prolapsus, de récidiver après la rééducation ou après la chirurgie. Et donc, il faut se méfier de ces femmes qui ont une béance vulvaire sur le risque de prolapsus, a fortiori si elles ont d'autres facteurs de risque ou des antécédents familiaux. Je passe rapidement sur l'épidémiologie. Ça, c'était juste pour vous montrer l'importance de la fréquence du prolapsus. C'est une étude qui a été faite chez des patientes hollandaises qui ne consultaient pas pour un prolapsus, c'est ça qui est important, et chez qui on avait fait un examen clinique à la recherche d'un prolapsus. Et dans cette population-là, vous voyez que 30% des femmes qui ne consultent pas pour un prolapsus après 45 ans ont un prolapsus de stade 1 avec des parois vaginales qui atteignent presque la vulve à la poussée. Jusqu'à 10% des femmes qui ne consultent pas ont un prolapsus extériorisé de stade 2, plutôt 3 dans cette diapositive. Et jusqu'à 5% des femmes qui ne consultent pas ont un prolapsus génital extériorisé de stade 4. Donc c'est dire la fréquence de cette pathologie, y compris en population générale, de femmes qui ne se plaignent pas forcément de ce problème-là. Une autre donnée épidémiologique qui est un peu ancienne, mais qui est intéressante, c'était l'étude WHI, c'est l'étude qui avait été faite aux États-Unis il y a une vingtaine d'années sur les risques du traitement hormonal de la ménopause. Donc c'est une grosse étude sur plus de 27 000 patientes. Et là, l'étude n'avait pas été faite pour évaluer la prévalence du prolapsus,
Et comme c'était que des femmes ménopausées, ils avaient regardé quand même la prévalence du prolapsus. Vous voyez que c'était important. 40% des femmes à peu près avaient un prolapsus aux États-Unis dans cette population de femmes de plus de 50 ans. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait beaucoup de patientes hystérectomisées, parce que les Américains aiment bien l'hystérectomie, et beaucoup de patientes également qui avaient été non hystérectomisées. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de différence de la prévalence du prolapsus dans ces deux populations, ce qui veut bien dire que l'idée selon laquelle le prolapsus est un facteur de risque d'hystérectomie est probablement une fausse idée. Les mécanismes qui empêchent une femme d'avoir un prolapsus ou qui expliquent l'apparition d'un prolapsus, c'est 3 mécanismes. Les suspensions ligamentaires en haut à gauche, le soutènement musculaire, donc le tonus du plancher pelvien, d'où l'intérêt de la rééducation d'un prolapsus, et puis ce qu'on appelle les cohésions faciales, en fait c'est toutes les adhérences de tissus conjonctifs, des différents viscères entre eux qui permettent, bon an mal an, même chez une femme qui a accouché, bien sûr, de ne pas avoir un prolapsus systématiquement. Parmi les facteurs de risque de prolapsus, on a déjà vu un peu les facteurs génétiques, ethniques, les grossesses et l'accouchement. La grossesse elle-même est un facteur de risque de prolapsus, et c'est pour ça que les césariennes ne sont pas préconisées en prévention du prolapsus. Vous avez des femmes il y a des études qui ont montré que si une femme avait 3 accouchements, qu'elle a eu 3 accouchements par voie vaginale ou 3 césariennes, elle a à peu près le même risque de prolapsus. L'âge et la ménopause sont bien sûr 2 facteurs de risque indépendants de prolapsus. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est tous les facteurs de risque modifiables qui sont à gauche sur la diapositive et qui correspondent aux éléments qui peuvent être améliorés dans le cadre de la prévention secondaire chez une patiente qui a un prolapsus débutant, d'où l'intérêt du dépistage de ces prolapsus. Donc c'est comme pour l'incontinence urinaire, la surcharge pondérale, donc l'obésité, le tabagisme par intermédiaire de l'irritation bronchique et de la toux, la constipation encore une fois, certaines activités physiques à risque. Il y a des études qui ont été faites à l'hôpital entre les infirmières et les aides-soignantes par exemple, qui montrent qu'il y a plus de prolapsus chez les aides-soignantes, et puis la sédentarité qui a été récemment relevée dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Une femme qui a un prolapsus, c'est une femme qui a potentiellement des troubles mictionnels, des troubles anorectaux, des troubles génitosexuels. Et donc, il est important chez une femme qui a un prolapsus génital, découvert fortuitement ou qui consulte pour ça, de faire un peu une checklist de l'ensemble des symptômes qu'elle peut présenter. Donc, on ne va pas reprendre tout ici, mais vous avez là à peu près l'ensemble des symptômes que ces patients peuvent présenter et la fréquence approximative. Vous voyez que c'est à peu près, une femme qui a un prolapsus a à peu près 50% de chance d'avoir une incontinence d'effort, 50% de chance d'avoir une hyperactivité vésicale, des problèmes de dysurie, surtout si le prolapsus c'est plus important, elle va avoir des difficultés de vidange de la vessie. Et l'autre chose qui est intéressante dans cette diapo, c'est que vous voyez qu'il y a finalement assez peu d'infections urinaires à répétition en rapport avec le prolapsus. Et là aussi, on voit souvent des patientes qui ont et un prolapsus et des infections urinaires à répétition. On est souvent assez optimiste en lui disant que le traitement du prolapsus avec un PCR ou la chirurgie va améliorer les infections urinaires à répétition. Le mécanisme des infections à répétition est probablement plus complexe que ça, et malheureusement, cette corrélation est souvent pas très très bonne. Et même après la chirurgie, c'est souvent des patientes qui conservent des infections urinaires à répétition. Sur le plan génitosexuel, donc ces femmes-là se plaignent d'une boule vaginale ou extériorisée, d'une pesanteur, mais globalement le prolapsus n'est pas une pathologie douloureuse du tout, ce qui fait qu'une patiente qui a un prolapsus génital symptomatique, voire extériorisé, et des algies pelviennes ou périnéales doit être explorée de façon indépendante pour le prolapsus et pour les algies. Le prolapsus donne bien sûr des dysfonctions sexuelles, mais qui est plus souvent aussi sous forme de gêne, d'appréhension, que sous forme de douleur. Il y a des patientes qui font des manœuvres facilitant la miction ou la défécation en cas de prolapsus important. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi demander à l'interrogatoire parce que ce n'est pas des choses que les patientes vont rapporter spontanément et c'est des éléments de sévérité dans le prolapsus. Et puis, il y a ce qu'on appelle les symptômes de laxité vaginale qui correspondent à l'aberrance vulvaire anatomique et qui sont l'hyposensibilité pendant les rapports sexuels, les gaz vaginaux, les rétentions d'eau dans le vagin. Là non plus, les patients ne vont jamais en parler spontanément, il faut leur demander. Et vous voyez que c'est à peu près 20% des femmes qui ont un prolapsus, et c'est important parce que c'est probablement ces violences vulvaires qui vont expliquer les échecs des traitements, qu'ils soient non chirurgicaux ou chirurgicaux. Et puis pour l'incontinence anale, on en a parlé, c'est 30% d'incontinence anale associée au prolapsus, 25% de constipation terminale, dyschésie, et puis quelques cas de prolapsus rectal associés au prolapsus génital.
Dernière chose, sur les symptômes de prolapsus, ce qui a été démontré aussi, c'est que ces femmes qui ont un prolapsus, et c'est d'ailleurs vrai pour l'ensemble des troubles de la statique pelvienne, ont des symptômes anxio-dépressifs nettement plus importants que dans la population générale, qui est déjà assez important. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte parce que d'autres publications ont montré que la prise en charge de ces femmes-là, alors pas forcément une prise en charge thérapeutique agressive, hein, mais ne serait-ce que de les suivre, ne serait-ce que de leur prescrire de la rééducation, un PCR, de les revoir, ça permet d'améliorer ces symptômes d'anxiété et de dépression. Les différents types de prolapsus, rapidement, hein, on décrit donc des cystocèles en haut à gauche, qui sont des hernies de la vessie dans la paroi antérieure du vagin, des prolapsus utérins au milieu, des rectocèles en bas à droite, qui est une hernie du rectum à travers la paroi postérieure du vagin, et éventuellement des prolapsus post-hystérectomie du dôme du vagin en bas à gauche. L'examen, le diagnostic de prolapsus, il est essentiellement clinique. Les examens plus paracliniques, ils vont s'adapter à certaines situations particulières. La Haute Autorité de Santé a rappelé récemment que l'IRM dynamique ne devait pas être fait en première intention dans le diagnostic de prolapsus génital. Il est fait que dans certains cas particuliers dont on pourra reparler. Par contre, on profite toujours d'une consultation pour prolapsus pour mettre à jour le test HPV chez les femmes de moins de 65 ans en particulier, et puis de faire une imagerie pelvienne par échographie, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une pathologie endométriale ou ovarienne associée qui pourrait induire une prise en charge chirurgicale du prolapsus plus rapidement. Sur le plan urologique, en fonction des symptômes, on pourrait être amené à faire un ECBU, un calendrier mictionnel, une cystoscopie, un bilan hydrodynamique. Et sur le plan coloproctologique, on l'a vu tout à l'heure pour l'incontinence anale, ça va dépendre des symptômes et surtout du caractère réfractaire ou non de la constipation terminale ou de l'incontinence anale aux différentes solutions thérapeutiques que sont le régime, le traitement de la constipation de transit ou les suppositoires. La Haute Autorité de Santé a publié il y a pile un an des recommandations sur la prise en charge thérapeutique du prolapsus. Donc, ce qui a été bien rappelé dans ces recommandations, c'est que le diagnostic doit être clinique et qu'aucun examen complémentaire n'est recommandé, et que l'IRM pelvienne notamment n'est pas recommandé à viser diagnostic en première intention, qu'il est par ailleurs recommandé de ne proposer une prise en charge thérapeutique que pour les prolapsus symptomatiques ou compliqués, et qu'il est par contre intéressant, même si le prolapsus n'est pas symptomatique ou compliqué, de conseiller à ces patients un certain nombre de mesures pour limiter l'évolution du prolapsus. Donc c'est la réduction pondérale, l'hygiène alimentaire, le traitement de la constipation, l'éducation thérapeutique au comportement mictionnel et défécatoire. Il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte, mais qui forcent beaucoup pour la miction, pour la défécation, et qui vont donc aggraver le prolapsus, abîmer leur innervation pelvienne et donc induire des phénomènes d'incontinence urinaire et d'incontinence anale à terme. L'éducation au port de charge, l'éducation éventuellement à la toux chez les femmes qui ont des toux chroniques, et puis certains conseils pour limiter la sédentarité et favoriser l'activité physique. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé a rappelé que la rééducation et l'utilisation d'un PCR sont les deux moyens de prise en charge conservatrice non chirurgicale recommandés en première intention. La rééducation, il y a des études cliniques qui ont bien montré que ça fonctionnait. Alors, ce n'est pas des très grosses études, mais il y a des essais randomisés qui ont montré que la rééducation améliorait significativement les symptômes de prolapsus. Même sur des prolapsus modérés, on peut avoir une réduction du stade du prolapsus à l'examen clinique. Et cette amélioration passe par une augmentation de la force musculaire des muscles du plancher pelvien qui peut être mesurée par des mesures de pression intravaginale. Cette rééducation peut être faite de manière isolée et peut être associée à la chirurgie. Il y a d'autres études qui ont montré qu'il y avait une meilleure efficacité d'une association rééducation-chirurgie par rapport à la rééducation seule, par rapport à la chirurgie seule. Et ça passe par le fait que la chirurgie n'est pas capable de tout faire. Si vous avez une patiente qui a une rectocèle, par exemple, une constipation terminale avec un asynchronisme anorectal, si vous la rééduquez seulement, vous ne réglerez pas le problème de la rectocèle. Et si vous l'opérez seulement, vous ne réglerez pas le problème de l'asynchronisme anorectal. Et donc, c'est l'association des deux qui, en général, donnera les meilleurs résultats. Donc, en pratique clinique actuellement, chez une patiente qui a un prolapsus de stade 1, donc intravaginal à la poussée, il n'y a pas d'intérêt à visée thérapeutique, mais on peut proposer de la rééducation à visée préventive
si on voit qu'il y a effectivement un défaut de contraction du plancher pelvien à l'examen clinique, au testing des releveurs. Dans les prolapsus de stade 2 ou des petits stades 3, on peut proposer la rééducation à visée thérapeutique, mais aussi pour limiter un peu l'aggravation. Et bien sûr, dans les prolapsus de stade 3 et 4, la rééducation n'a pas d'intérêt à visée thérapeutique, ça, le prolapsus ne va pas remonter. Mais par contre, la rééducation peut être indiquée à partir du moment où il y a des troubles fonctionnels urinaires, une hyperactivité vésicale, une incontinence urinaire à l'effort, des dysfonctions sexuelles, des problèmes de laxité vaginale ou des problèmes anorectaux. Et donc ça peut être associé à la prise en charge chirurgicale. L'autre volet de la prise en charge thérapeutique non invasive, c'est le PCR. Il y a deux principaux types de PCR qu'on utilise couramment, les PCR en cube ou les PCR en anneau. Les PCR en cube ont l'intérêt d'une utilisation intermittente après une éducation thérapeutique de la patiente, qui peut être d'ailleurs supporté par une aide à domicile, par une infirmière, par une sage-femme éventuellement, et ça permet à la patiente d'avoir une autonomie et ça diminue considérablement les risques de complications locales. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, on prescrit parfois des PCR en cube chez de très jeunes femmes, justement pour essayer d'éviter la chirurgie trop jeune, ou chez les femmes qui sont très âgées et pour lesquelles on n'aurait pas forcément idée qu'elles puissent être autonomes, et certaines le sont parfaitement bien à partir du moment où on lui a bien expliqué, on a un petit peu suivi la prise en charge par le PCR. Le PCR en anneau, nous on le réserve aux femmes qui n'ont vraiment pas de possibilité d'utiliser elles-mêmes le cube et de le retirer. Évidemment, c'est plus facile pour les patientes parce qu'on va le mettre en consultation, on va adapter la taille et on va le changer régulièrement. Actuellement, nous on le change tous les 6 mois et ça nécessite que les patientes rachètent un PCR tous les 6 mois. On peut aider, donc on peut aussi prescrire des soins à domicile par une infirmière sous forme de... On prescrit des irrigations vaginales qui sont prises en charge pour les infirmières, mais pour que les infirmières mettent éventuellement un traitement local, puisque ces PCR en anneau doivent en théorie faire l'objet d'une œstrogénothérapie locale régulière pour améliorer la tolérance. Par contre, même avec ça, il y a un risque de complications au bout d'un moment. Alors, c'est des complications qui sont peu sévères au départ, sous forme de leucorrhée, souvent de problèmes d'odeur nauséabonde, et qui peut être beaucoup plus grave si on laisse un PCR en anneau sans surveillance. On peut avoir des nécroses vaginales, des fistules recto-vaginales, etc. Et donc, ça nécessite par contre une surveillance importante. Donc aujourd'hui, nous, on réserve ces PCR en anneau qu'aux refus ou qu'aux échecs de PCR en cube. Il n'y a pas de limite d'âge et de stade. On entend souvent des collègues dire que le prolapsus est trop important pour essayer un PCR. On peut très bien mettre un PCR sur les PCR de stade 4 chez des femmes très jeunes ou très âgées. Il y a des femmes qui refusent de mettre un PCR et donc c'est respectable, mais par contre, on peut parfois être obligé de leur imposer un test au PCR. Ce qu'on appelle un test au PCR, c'est quand on va mettre un PCR avant d'envisager une prise en charge chirurgicale. Et ça, c'est intéressant pour voir un peu quelle est l'évolution de la symptomatologie PCR en place, donc prolapsus corrigé. Par exemple, si c'est des patientes qui ont une discordance entre la clinique et le stade du prolapsus, elles ont des symptômes importants pour des prolapsus qui paraissent peu importants. Donc on va voir si le PCR va les améliorer. Par exemple, une patiente qui a un prolapsus et des douleurs pelviennes pour lesquelles on n'a pas d'étiologie aux douleurs pour savoir si ce qui est ressorti comme une douleur va être amélioré par le PCR, ce qui est donc en faveur d'une douleur induite par le prolapsus qui n'est pas habituel. Si une patiente a des troubles urinaires, on va voir si ces troubles urinaires vont être améliorés par la contention du prolapsus par le PCR, ça peut donner de bonnes indications avant la chirurgie. Par exemple, aujourd'hui, il y a des équipes qui proposent de faire une chirurgie combinée de l'incontinence urinaire et du prolapsus uniquement si le test au PCR a révélé l'apparition de fuite urinaire et donc ils ne vont pas faire cette chirurgie combinée si le test au PCR est négatif. Et puis il y a des facteurs limitants des PCR, c'est les patients qui pourraient ne pas être suivis avec un anneau, il faut à ce moment-là plutôt s'abstenir. Il vaut presque mieux faire une chirurgie que de laisser un anneau négligé chez une patiente. C'est l'incontinence démasquée par le PCR. Dès que la patiente fait son PCR, son prolapsus est bien corrigé, mais a des fuites handicapantes. Donc ça peut être aussi une indication de chirurgie, cette fois combinée du prolapsus et de l'incontinence. Et puis les patientes, on l'a vu tout à l'heure, qui ont une béance vulvaire importante, avec une grosse hypotonie des releveurs, et pour lequel le PCR ne va pas pouvoir tenir en place. Le PCR, il va se mettre au-dessus des releveurs de l'anus, et donc s'il n'y a pas de releveur, c'est parfois compliqué. Les données de la littérature sont très en faveur d'une bonne efficacité des PCR, que ce soit sur les symptômes de prolapsus,
sur les troubles mictionnels induits par le prolapsus, même sur les symptômes défécatoires, et même sur l'activité sexuelle et l'image de soi pour les patients. Ça, c'est le nombre de patients qui arrêtent l'utilisation des PCR. Hein. À peu près 40% des patientes qui essaient un PCR arrêtent dans les 4 mois qui suivent l'utilisation pour des problèmes de contrainte, pour des problèmes de douleur, pour des problèmes d'incontinence démasquée ou de PCR qu'elle n'arrive pas à mettre ou qu'elle n'arrive pas à enlever. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une patiente qui arrive à gérer son PCR dans les 4 premiers mois, elle a de fortes chances de pouvoir gérer son PCR pendant plusieurs années. Et moi, j'ai des patientes qui m'avaient été adressées pour une prise en charge chirurgicale de prolapsus, à qui j'ai proposé un PCR et qui utilisent un PCR depuis 10 ans et qui ont réussi à ne jamais être opérés. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer de mettre un PCR, même si finalement ce sera à peu près une patiente sur 2 qui le conservera. L'important dans les PCR, c'est de bien informer et de rassurer ces patientes-là. Le gros avantage du PCR, c'est qu'on n'expose pas les patientes à des risques de complications de l'anesthésie ou de la chirurgie qui, même si elles sont rares, existent et qui sont difficilement acceptables par les patients dans le cadre de cette chirurgie qui reste une chirurgie fonctionnelle. Les PCR, c'est très facile à utiliser, moyennant un apprentissage initial. Il n'y a pas de complications sévères si c'est bien utilisé, et on peut toujours opérer ces patientes-là si jamais elles font un échec de PCR au bout d'un moment. Il faut toujours utiliser des PCR en silicone, il faut toujours prescrire un traitement œstrogénique local. Je rappelle que les oestrogènes locaux ne sont pas contre-indiqués, y compris chez les patientes pour un antécédent de cancer du sein. Il faut être très souple dans l'utilisation, même les PCR en cube, les patientes sont censées les enlever tous les jours, mais elles peuvent très bien les garder quelques jours d'affilée, voire une semaine. On peut très bien prescrire des soins à domicile pour faciliter l'utilisation et les rassurer. Et puis, il faut être disponible chez ces patientes qui ont une prescription de PCR ou un anneau, de façon à pouvoir les revoir rapidement si jamais il y a un problème et qu'elles se sentent en sécurité. La chirurgie reste quand même le traitement de référence de cette prolapsus, mais aujourd'hui, on opère ces patientes que si elles sont symptomatiques, bien sûr, et que si elles ont eu un échec ou un refus et de la rééducation et du PCR. La Haute Autorité de Santé, sur ce point, a rappelé que ces chirurgies devaient se faire dans un certain nombre de cas après des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont en train de se mettre en place dans les différentes régions en France. Donc, il y a 2 situations où ces RCP sont théoriquement recommandés aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. La première situation, c'est ce que la HAS a appelé les prolapsus complexes, et ils ont listé dans les prolapsus complexes soit des échecs ou des récidives après une première chirurgie, soit des patientes qui souffrent en plus du prolapsus de douleurs périnéales chroniques, soit des cas de discordance entre la plainte et l'examen clinique, soit des patientes qui associent plusieurs troubles fonctionnels pelviens, c'est-à-dire une patiente qui a à la fois un prolapsus, une hyperactivité vésicale et une incontinence anale, par exemple, devrait faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire. La deuxième situation, ça c'est un arrêté du 22 septembre 2021 qui nous oblige, c'est les patientes qui auront des réparations prothétiques du prolapsus. Aujourd'hui, ça ne concerne que la voie célioscopique, puisque les prothèses vaginales ont été retirées du marché en France en 2019, et donc cette concertation est théoriquement obligatoire, avec au moins un urologue et un gynécologue qualifiés dans cette chirurgie. Il faut qu'il y ait une traçabilité du compte rendu du staff, une traçabilité de l'implant prothétique, mais c'était déjà le cas avant, un suivi de ces patientes à 1 mois et jusqu'à 1 an de la chirurgie, ce que tous les centres ne faisaient pas, avec la possibilité de recours pour la prise en charge de ces complications dans des centres qui ont une équipe pluridisciplinaire. Les questions, on ne va pas rentrer dans le détail des techniques chirurgicales, mais ce qui est intéressant dans le dialogue singulier qu'on a avec les patientes, c'est les questions qui se posent au moment où on discute de chirurgie. En gros, il y a 3 questions qui vont se poser. C'est d'abord quel type de chirurgie semble le plus adapté entre la célioscopie ou la chirurgie vaginale. Est-ce qu'on va faire une hystérectomie où on peut se permettre d'une conservation utérine? Et par ailleurs, est-ce qu'on va traiter l'incontinence urinaire dans le même temps ou dans le même temps que la chirurgie du prolapsus ou pas? En ce qui concerne les indications qui seront plutôt en faveur d'une promontofixation, c'est des femmes jeunes. Alors bien sûr, ça dépend des autres situations aussi. Aujourd'hui, on fait ces promontofixations jusqu'à des âges plus avancés, 65-70 ans, mais il n'est probablement pas très raisonnable de proposer cette chirurgie prothétique par célioscopie au-delà de 70 ou 75 ans.
Il y a certains types de prolapsus qui sont plus adaptés à la frontofixation, je ne rentre pas dans le détail. Et puis, s'il y a des pathologies associées qui justifient une prise en charge célioscopique, comme un kyste de l'ovaire, comme un prolapsus rectal, à ce moment-là, on ira plutôt vers cette chirurgie célioscopique prothétique. La chirurgie vaginale aujourd'hui ne se conçoit que sans prothèse. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont demandeuses aujourd'hui d'une chirurgie plutôt non prothétique parce qu'elles ont entendu parler des complications de ces prothèses. En tout état de cause, dans notre arbre décisionnel, c'est plutôt les femmes plus âgées, a fortiori au-delà de 70-75 ans. A fortiori, si elles ont des contre-indications relatives à une chirurgie par voie abdominale ou à une chirurgie sous anesthésie générale ou à une chirurgie un petit peu longue. Et puis, si elles ont des pathologies associées, notamment du col utérin, qui nécessiterait une hystérectomie totale qui n'est pas compatible avec la chirurgie célioscopique. Les complications de cette chirurgie, elles existent. Ça, c'est un registre qui a été fait en métropole sur plus de 4000 interventions il y a une dizaine d'années, qui montrait un taux de complications sévères dans la période péri- et post-opératoire de l'ordre de 3%. Donc ça, c'est un chiffre important qu'on peut donner aux patientes avant de les opérer. Ce qui est important aussi, sans regarder le détail de ce tableau, c'est que les complications ne sont pas exactement les mêmes si on fait une chirurgie par voie vaginale et abdominale. Donc, un exemple, par exemple, c'est qu'il y a plus d'hématomes chez les patients qui ont une chirurgie par voie vaginale. On parlait tout à l'heure des patients de témoins de Jéhovah. Moi, ça m'est arrivé de faire plutôt une promontofixation chez les patients de témoins de Jéhovah pour ne pas prendre ce risque hémorragique. À l'inverse, la chirurgie par voie abdominale expose à des risques d'occlusion intestinale qui n'existent pas, sauf exception évidemment dans la chirurgie vaginale. Dans cette base de données, c'était quand même 1% des promontofixations qui se compliquaient d'occlusion. Donc, des patients qui ont déjà des antécédents d'occlusion intestinale, par exemple, ça peut être une indication de chirurgie vaginale. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a aussi des complications qui sont sévères, des séjours en réanimation, des réhospitalisations, des reprises chirurgicales, voire même des décès imputables à cette chirurgie. Donc c'est pour ça que l'information, elle doit être tout à fait claire, et c'est pour ça que les traitements non chirurgicaux doivent être proposés en première intention. Dans cette étude américaine, il avait été clairement démontré un lien entre l'âge des patientes et le risque de complications. Et si vous regardez la deuxième partie du tableau, ça concerne le taux de mortalité. Alors, ce n'est pas une chirurgie avec un taux de mortalité qui est très élevé. Hein. Vous voyez, c'était 0,1 pour 1000 femmes de moins de 60 ans. Mais vous voyez que le taux de mortalité, il est quand même multiplié par 3,4 dans la tranche d'âge 60-70 ans, par 4,9 entre 70 et 80 ans et par presque 14 chez les femmes de plus de 40 ans. Donc il y a clairement un facteur de mortalité qui augmente avec l'âge et qui doit probablement faire raisonner très différemment en fonction de la patiente et du type de chirurgie. Et c'est bien sûr aussi pour ça qu'on insistera d'autant plus sur les techniques conservatrices, enfin non chirurgicales plutôt, en particulier l'épaisseur chez les femmes de plus de 80 ans. Sur la question de l'hystérectomie, rapidement, aujourd'hui, et depuis quelques années, il y a une quinzaine d'années en arrière, il était quasiment obligatoire pour une femme qui est opérée d'un prolapsus d'avoir une hystérectomie. Et aujourd'hui, on est en tout cas en métropole à des taux d'hystérectomie dans la chirurgie du prolapsus qui sont de l'ordre de 20%, c'est-à-dire que 4 fois sur 5, parce que l'utérus est normal, parce que la femme n'a pas de facteur de risque particulier de cancer endométrial ou ovarien, on peut faire des conservations utérines dans ces chirurgies-là. Il faut que ça reste quand même, il faut que l'hystérectomie reste quand même la préférence lorsqu'il y a une pathologie utérine, une pathologie du col, des risques génétiques de cancer de l'ovaire ou de cancer endométrial, des antécédents personnels de cancer du sein, à fortiori chez les femmes qui sont sous tamoxifène avec un risque de cancer endométrial, et puis l'obésité morbide, qui est théoriquement une indication d'hystérectomie de principe, compte tenu du risque de cancer endométrial. Et puis concernant le traitement combiné de l'incontinence urinaire et du prolapsus, le tableau paraît compliqué, mais je vais vous le simplifier. Il y a 3 cas de figure à peu près. Il y a qui vont dépendre et de l'interrogatoire et du bilan urodynamique qu'il est conseillé de faire avant un prolapsus, même si ce n'est pas obligatoire, et qu'il est en tout cas obligatoire de faire si on envisage de faire une chirurgie combinée du prolapsus et de l'incontinence. Donc, le premier cas de figure, c'est la colonne de gauche. C'est la patiente qui ne se plaint pas d'une incontinence urinaire d'effort avant la chirurgie et chez qui on ne retrouve pas de signes d'incontinence urinaire d'effort lors de l'examen urodynamique. Dans ces cas-là, on ne va sûrement pas faire une chirurgie combinée. Ça paraît logique de dire ça, mais il y a 20 ans en arrière, c'était des patientes qui avaient toujours une chirurgie combinée de l'incontinence d'effort. Ça a bien changé. La seule chose quand même, c'est que même dans cette population-là, de femmes a priori à faible risque
de troubles mixtionnels post-opératoires, on a quand même 10% d'incontinence urinaire qui apparaissent après la chirurgie. Et donc, il faut quand même que les patients soient bien informés de ce problème. La colonne de droite, elle est assez simple aussi. C'est des patientes qui, d'emblée, sont gênées par leur prolapsus et par une incontinence urinaire à l'effort, qui est confirmée à l'examen clinique. Et lorsqu'on fait un examen aérodynamique, comme vous l'a montré Charlotte tout à l'heure, vésicale, il n'y a pas de problème de contractilité anormale du développement combiné. Et si on ne le fait pas, on s'expose à un risque de majoration de l'incontinence urinaire d'effort post-opératoire. Et puis les deux colonnes du milieu, c'est la situation, la zone grise qui n'est pas facile. C'est des patientes qui ne se plaignent pas avant la chirurgie d'une incontinence d'effort, mais on va retrouver des signes d'incontinence urinaire au refoulement du prolapsus lorsqu'on fait l'examen aérodynamique. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, très schématiquement, on ne fait plus de chirurgie combinée parce que la bandelette sous-urétrale qu'on met dans ces cas-là, elle a quand même son propre lot de morbidité et de complications fonctionnelles post-opératoires. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on propose aujourd'hui plutôt aux patients d'être opérés du prolapsus. Et si dans un deuxième temps, effectivement, l'incontinence urinaire persiste, d'être réopéré de l'incontinence urinaire. Si on leur dit tout ça avant la première intervention, en général, c'est accepté bien accepté par les patients. Dernière diapositive, c'était un petit clin d'œil sur le laser vaginal, puisque le laser vaginal aujourd'hui se développe dans l'atrophie vaginale, dans certaines douleurs pelvipérinéales. La HAS a écrit dans le cadre du traitement du prolapsus l'année dernière, que les patientes qui présentent une atrophie vulvo-vaginale ou un syndrome génito-urinaire de la ménopause associé à un prolapsus peuvent effectivement bénéficier d'un laser vaginal, mais par contre, il n'y a aucune donnée qui permette de recommander l'utilisation du laser ou de la radiofréquence, qui est un autre système utilisé aussi pour améliorer la musculature pelvipérinéale dans la prise en charge spécifique du prolapsus génital. Et il y a un collègue grec qui a fait un essai randomisé publié l'année dernière, où il a regardé chez une trentaine de patients qui avaient un prolapsus, donc cystocèle ou rectocèle à la vulve ou légèrement extériorisé, où il a fait du laser chez 15 patientes et pas de laser chez 15 patientes, et il n'a trouvé aucune amélioration dans les deux groupes au bout de 4 mois. Aujourd'hui, il est très clair qu'il n'y a pas d'indication de faire du laser dans le prolapsus, lorsque l'indication du laser, c'est uniquement le prolapsus. Donc les messages clés, c'est quand même de savoir dépister un prolapsus, parce que comme je vous l'ai montré, il y a quand même des femmes qui ont un prolapsus et qui n'en parlent pas, et qu'il y a quand même des choses qu'on peut leur conseiller, sans envisager une prise en charge agressive, pour essayer au moins de ralentir l'évolution. L'examen clinique donc, est important si elle se plaint de son prolapsus pour voir quel est le stade, quel est le type de prolapsus entre la cystocèle, le prolapsus utérin et la rectocèle. Il peut y avoir des examens complémentaires utiles, mais vous l'avez vu, c'est vraiment au compte-gouttes dans le prolapsus. Hein, c'est de l'interrogatoire à l'examen clinique qui sont des piliers de l'exploration pré-thérapeutique. Sur le plan thérapeutique, donc c'est très important d'expliquer et d'insister sur la rééducation et puis de savoir accompagner les femmes dans la prescription et l'utilisation d'un PCR. Et puis après, on peut être amené, on est amené régulièrement encore à faire ces chirurgies. Je crois qu'actuellement, c'est quand même 40 000 procédures chirurgicales par an en France. Donc c'est quand même important, en sachant qu'aujourd'hui, alors peut-être moins en Martinique, parce qu'on a vu depuis 3 jours que les utérus des patientes martiniquaises avec prolapsus n'étaient pas si normal que ça. Mais en tout cas, si l'utérus est normal, il n'y a pas d'indication systématique d'hystérectomie, et il y a de moins en moins d'indications de chirurgie combinée, prolapsus, incontinence urinaire. Bon, j'en ai terminé, donc on peut peut-être discuter si vous avez des questions. Est-ce que le chat a parlé? Je pense que Gaël dort, sinon on aura des questions, non? Non. Ah oui. Gaël, j'attends des questions. Le micro est coupé, je crois. Ouais. Le micro est toujours coupé. Vous avez coupé votre micro. Réactivez le docteur. Vous pouvez activer. Elle a coupé de son côté. Ça y est, vous m'entendez?
Voilà. Non, j'ai pas de question. Je voulais juste préciser, Charlotte a dit qu'il y avait deux endroits où on pouvait faire l'examen aérodynamique. Il y en a un troisième, c'est à Mangovulsa, en Martinique. D'accord, merci pour cette précision. Voilà. Pas d'autres questions? On vous remercie pour votre présence ce soir, en espérant que ces quelques présentations vous ont appris des choses. Et je remercie publiquement l'accueil qui nous a été fait pendant ces 3 jours en Martinique, notamment par le docteur Mehdi Jean-Laurent et toute son équipe très sympathique. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à l'UAML et à l'UAML pour... Sinon, j'ai une question. Ah. En fait, je voudrais savoir si, quand les prolapsus ne sont pas très symptomatiques et que les patients ne désirent pas se faire opérer, est-ce que le fait de garder le prolapsus aggraverait soit une insuffisance sphinctérienne, soit une incontinence urinaire d'effort? Est-ce que anatomiquement, le fait que les tissus ne soient pas allés en place aggrave pas la symptomatologie future? Alors c'est une bonne question. Sur le plan tissulaire, on ne peut pas vraiment répondre, mais moi je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que plus le vagin est distendu, moins il récupérera. Ça, je pense qu'il y a probablement un facteur d'aggravation tissulaire dans le temps, mais il n'a pas vraiment été démontré qu'une femme qui avait attendu quelques années de plus avait plus de risque d'avoir par exemple une insuffisance sphinctérienne. Ça n'a pas été démontré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si la femme ne veut pas se faire opérer, le traitement de la constipation, le fait d'éviter des efforts de poussée, de leur donner des conseils pour... et moi, je leur dis, si vous ne voulez pas vous faire opérer, il vaut mieux effectivement vous aider, il faut mieux refouler la vessie, le rectum pour aller uriner ou pour aller à la selle, plutôt que de forcer, quoi. L'apprentissage de l'éviction de la poussée abdominale chez une femme qui a un prolapsus qu'elle veut garder, et je pense un des facteurs qui permet de prévenir l'aggravation de l'insuffisance sphinctérienne, que ce soit urétrale ou anale. Mais sur le plan tissulaire, on ne peut pas vraiment répondre, mais je pense qu'effectivement, il y a sûrement une aggravation dans le temps de l'épaisseur du vagin, de la réaction inflammatoire, de la fibrose. C'est peut-être d'ailleurs des patientes qui ont un moins bon pronostic chirurgical après. À l'inverse, moi j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir en me disant « mais je ne suis pas du tout gêné actuellement, mais j'ai peur de l'être plus tard, donc je préfère me faire opérer maintenant tant que je suis en forme ». Et là, nous, clairement, on les surveille, mais on ne les opère pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir la peur de l'aggravation est pour nous pas du tout une indication de les opérer prématurément. Moi j'ai une question. Quel est le timing de la reprise des activités, et surtout les activités sportives après chirurgie? C'est une bonne question aussi, on ne sait pas très bien. En fait, il y a des petites études qui ont été faites et globalement, les études montraient qu'on était sûrement beaucoup trop précautionneux. C'est-à-dire on avait fait une enquête en France qui avait été publiée dans une revue française où on regardait déjà un petit peu la différence entre les gens. Il y avait des gens qui disaient pas de sport pendant 1 mois, d'autres pendant 6 mois, par exemple. Donc, et dans la littérature, ce qui est retrouvé, c'est que globalement, on est trop précautionneux. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on dit par exemple aujourd'hui que voilà, sur l'incontinence urinaire, 15 jours c'est suffisant, puisque les tissus sont, la bandelette est complètement intégrée, et sur le prolapsus, probablement que 2 mois c'est largement suffisant, quoi. La seule étude aussi qui a été faite par rapport aux prothèses notamment et au maintien des prothèses, c'est Malik Boukerou qui l'avait faite à Lille. Et lui, il a regardé sur une étude animale, quand il mettait une prothèse sur un modèle de paroi abdominale chez les rongeurs, il tirait tous les jours sur la prothèse avec un dynamomètre. Et en fait, il avait vu que globalement, au bout de 3 semaines, ça ne bougeait plus. C'est-à-dire que quand on met une bandelette sous-urétrale ou une prothèse en célioscopie, probablement qu'en 3 semaines, c'est 100% efficace. Et donc, c'est probablement bien de leur demander de réduire un peu leurs activités physiques, peut-être un peu plus que 3 semaines. Donc, nous, on dit volontiers le double, mais probablement qu'il n'y a aucune raison, aucune justification de limiter le sport pendant 3 mois ou de limiter l'effort de charge. Voilà. Nous, on leur dit plutôt moins de 20 kilos les 15 premiers jours en port de charge, par exemple. Les 15 premiers jours pour une bandelette, 2 mois pour le prolapsus, et je pense que ça suffit largement. C'est les personnes hyper sportives. Après, pour monter, c'est clair. On leur dit 2 mois, sachant que probablement qu'en 3 semaines, tout est en place.
J'ai une question. Oui, bien sûr. Bah, on avait dit que la voie d'accouchement en soi n'est pas pourvoyeuse de prolapsus, si on veut, mais C'est un facteur de risque, mais la grossesse en est un aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui aura eu 3 enfants, quel que soit le choix, en gros, elle a à peu près les mêmes risques. Mais la voie vaginale est quand même un sur-risque. d'accord. Et notamment pour la macrosomie, n'est-ce pas? La macrosomie est hautement sur-risque. Après, il y a pas mal d'études de facteurs de risque sur l'incontinence urinaire, parce que l'incontinence urinaire, elle apparaît en postnatal assez précocement, donc ça a bien été évalué. En réalité, il y a très peu d'études épidémiologiques à long terme sur le prolapsus, parce qu'entre la date de l'accouchement et la date du prolapsus, en général, c'est 30 ans, la moyenne. Et il n'y a aucune étude de cohorte. Il y a une cohorte jusqu'à 20 ans de l'accouchement, mais qui ne montre pas forcément d'ailleurs d'apparition de prolapsus. Une femme, elle accouche à 30 ans en moyenne et elle a un prolapsus à 60. Donc il y a tellement de distance entre l'accouchement et le prolapsus qu'en fait, c'est des suppositions. Il n'y a pas d'études qui ont précisément regardé si les instruments, si l'épisiotomie, si la macrosomie étaient vraiment des facteurs de prolapsus. Ça paraît assez logique, mais en réalité, ça dépend, c'est multifactoriel. Une façon de faire une bonne récupération tissulaire. Alors, probablement moins de prolapsus en étant un enfant de 4 kg, une femme qui a un défaut de collagène et qui va accéder d'un enfant de poids normal. Gaëlle, on sent que tu as une autre question. Non, non, ça va, merci. C'était Alors, très bien. bonjour, moi je voulais juste intervenir. Donc déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, je suis kiné et du coup spécialisée en rééducation pelvie-périnéale. Donc, c'était très chouette de voir que voilà, vous avez parlé beaucoup de rééducation. Et si je pouvais apporter juste 2-3 informations, notamment sur ce qu'on fait. On a monté un petit groupement de kinés formés en Martinique. Donc, si ça intéresse les médecins qui sont là pour que vous puissiez donner les informations à vos patients si vous ne savez pas vers qui les orienter. Et notamment sur la prise en charge de la constipation, on a des super bons résultats, surtout sur les dyssynergies anorectales et réapprendre à pousser en détendant le sphincter. Et du coup, voilà. Et donc, c'était juste pour donner ces informations-là. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur notre groupement, c'est le KP972. Et on essaye de fédérer le plus de kinés possible qui sont formés, mais voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Moi, j'ai une question du coup. Ça m'intéresserait de savoir votre point de vue sur ce que vous faites en Martinique sur la rééducation postnatale. Est-ce que globalement, alors je ne sais pas, c'est peut-être plus les sages-femmes en postnatal précoce, mais globalement sur le postnatal, disons dans l'année qui suit l'accouchement, est-ce que votre groupe préconise plutôt une rééducation un peu systématique pour apprendre pour faire une éducation périnéale chez à peu près toutes les femmes ou dans des situations à risque particulier? Alors moi je trouve personnellement que c'est jamais inutile parce que même quand il n'y a pas de gros problèmes, quand il n'y a pas d'incontinence ni de soucis, elles apprennent toujours plein de choses sur leur conscience périnéale et notamment sur la gestion des pressions abdominales et sur la posture. Et donc on essaye, quel que soit, dans tous les cas de toute façon, d'avoir une prise en charge un peu globale et pas juste purement périnéale. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est un débat important. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des recommandations françaises sur le sujet qui sont assez restrictives. C'est des recommandations qui ont été faites par le Collège national de gynéco il y a quelques années, qui disaient que grosso modo la rééducation postnatale n'avait d'intérêt que chez les femmes qui avaient une incontinence urinaire ou une incontinence anale persistante à 3 mois de l'accouchement. Ce qui veut dire que quel que soit le mode d'accouchement, y compris quand c'est des accouchements un petit peu difficiles, une femme qui n'a plus de symptômes à 3 mois, elle n'est théoriquement pas une indication de rééducation. Alors ça, c'est probablement un peu l'excès inverse, mais sur les questions de l'indication de la rééducation postnatale, je trouve qu'en France, on fait trop de rééducation postnatale un peu systématique. Je comprends bien l'idée que vous défendez de dire que ça permet de faire de l'éducation périnéale aux patientes et peut-être en matière de prévention sur les prolapsus. Donc ça c'est peut-être intéressant, sauf que, 1, ça n'a jamais été démontré, et 2, on voit en retour dans des consultations spécialisées de l'urogynéco, c'est qu'une patiente qui a fait une rééducation
qui n'a pas été efficace, ne serait-ce que parce qu'elle n'avait pas de symptômes, c'est parfois des patientes qui sont réticentes à refaire de la rééducation quand les symptômes apparaissent plus tard. Donc moi, mon avis, c'est plutôt peut-être de leur apprendre effectivement, de leur faire un peu d'éducation périnéale ou des cours d'une rééducation postnatale, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des cours d'une préparation à l'accouchement, là c'est plus les sages-femmes, ou même des cours de consultation gynécologique, parce que ça fait partie des choses qui peuvent être appris aux patientes aussi un peu, même si on n'a pas vos compétences dans les consultations de suivi, mais qu'à l'inverse, prescrire une rééducation préventive qui n'a pas vraiment fait ses preuves et qui pourrait être un facteur de démotivation de faire la rééducation lorsqu'une pathologie apparaît, c'est à double tranchant. Bien sûr. C'est quelque chose qui peut aussi... parce que nous, on demande aux femmes, est-ce que les femmes qui ont un prolapsus qui apparaît ou qui ont une incontinence qui apparaît, parfois on leur dit, on va vous prescrire de la rééducation, et elles nous disent, oh ben non, mais de la rééducation, moi j'en ai déjà fait, et si ça avait marché, on le saurait, là j'ai actuellement des symptômes. Donc on sait très bien que ce n'est pas la rééducation qui est mise en cause, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'entretien de cette rééducation. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même aussi bien peser les indications et insister surtout sur les indications et la qualité du travail que vous faites lorsque c'est vraiment utile. Exactement, mais nous sommes complètement d'accord avec vous. Et c'est justement pour ça qu'on a essayé de créer un groupement où on essaye au maximum déjà d'avoir envie de faire ça et de pas juste... on n'est pas des poseurs de sondes, quoi. C'est surtout ça. D'ailleurs, on travaille pas systématiquement avec sonde ou systématiquement manuel. En fait, on s'adapte à la patiente. Mais moi, c'était surtout par rapport à la constipation où je trouve que on a des super... Moi, personnellement, j'ai des super bons résultats pour des patientes parfois âgées qui sont constipées chroniques, mais qui ne connaissant pas le fonctionnement du système rectal et la différence du système rectal et du système urinaire, sont restées constipées toute leur vie, alors que moi, j'en ai certaines qui ne sont plus constipées depuis qu'elles ont juste su comment ça fonctionnait, à quoi il fallait faire attention, et d'autres où il y a une dysynergie, donc forcément, si elles contractent en poussant, il suffit juste de leur apprendre une bonne conscience du périnée, savoir détendre pour pouvoir aller à la selle, et la position, et les règles diététiques et d'hygiène de vie et tout, évidemment, mais je trouve que sur la constipation, on a des très bons résultats et ça évite des laxatifs à long terme. Non, que ce soit la seule manière d'aller à la selle. C'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est ce qu'on constate aussi, que la rééducation donne de très bons résultats après on change de problème. Et c'est vrai qu'on pense facilement à la rééducation dans l'incontinence urinaire, dans l'incontinence anale, un peu moins dans le prolapsus et encore moins dans la constipation isolée. Et je pense que vous avez raison de le dire, on a de très très bons retours de notre côté aussi. Merci. A mis un commentaire. D'où l'intérêt de faire un bilan périnéal bien mené pour déterminer l'efficacité du traitement et intérêt de la rééducation. Oui, c'est juste un commentaire. Non, le bilan périnéal, effectivement, ça paraît assez logique. Par contre, entreprendre une rééducation systématique en postnatal, s'il s'agissait du contexte dans lequel vous faisiez la remarque, moi, je trouve que c'est plus discutable. Mais par contre, faire un bilan périnéal en postnatal, oui, ça peut être éventuellement avoir une séance ou deux de rééducation en postnatal, pourquoi pas. Très bien. Pas d'autres questions ? Eh bien, merci à tous de votre attention et bon repos, Gaëlle. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Je vais remettre en place.